Le titre de ce journal, fin du dialogue politique entamé le 17 juin dernier pendant 72 heures. Les formations politiques ont mené des discussions sur le futur découpage administratif et surtout sur l'urgence du moment, la question sécuritaire. Le gouvernement est appelé à retrousser ses manches dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, la loi sur le délit d'apparence existe bel et bien, mais son application se heurte à d'énormes difficultés sur le terrain. Les raisons sont diverses. Le CERCOFI pose les débats et fait des recommandations pour la rendre beaucoup plus efficace. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Vous faites bien de choisir BF1. Mais avant de développer ces titres, d'abord, sachez que le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part à la 59e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra. Ce sommet s'est achevé aujourd'hui même. Les dirigeants de l'espace communautaire se sont penchés sur la situation humanitaire dans les pays sahéliens en proie à l'insécurité. On a parlé aussi de lutte contre le terrorisme, la situation politique au Mali également, mais aussi la situation sanitaire avec la lutte contre la Covid-19. Et nous reviendrons sur les conclusions de ce sommet dans nos prochaines éditions. Retour au Burkina Faso où le 1e dialogue politique entamé il y a 3 jours a pris fin ce samedi. Sur la table de discussion, on a parlé du futur découpage administratif, mais surtout de sécurité dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes. Sur le sujet, eh bien, les partis politiques ont exhorté le gouvernement à faire preuve de plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Luc Pabelgem. Sécurité, découpage du territoire et élections municipales prochaines, la vie de la nation a été débattue pendant ces 3 jours de dialogue politique. Clôture partielle intervenue ce 19 juin parce que opposition et majorité se sont donné rendez-vous les 3 et 4 juillet prochains afin de vider les points qui n'ont pas fait l'objet de consensus, notamment le type de scrutin voulu pour élire les présidents de collectivités pour les municipales prévues en 2022. Du reste, la sécurité et d'autres points ont connu des avancées que relève un des coprésidents, Simon Compaoré. Deuxième point, c'est que malgré ces acquisitions qui ont permis de renforcer la position de nos forces de défense et de sécurité en matériel, en armement, en matériel roulant, des besoins subsistent. Et le dialogue politique a souhaité à cette étape de nos débats à ce que le gouvernement garde une oreille attentive aux préoccupations restantes qui sont soulevées par les forces de défense et de sécurité. L'État a pris sur lui d'initier un nouveau découpage du territoire en villages, en communes, en provinces et en régions. Donc le ministre d'État nous a donné une lecture de ce qui va meubler cette réforme-là. Des consensus certes, mais aussi des divergences entre l'Alliance pour la majorité présidentielle et le chef de file de l'opposition politique. L'opposition réclame toujours les têtes du Premier ministre et du ministre en charge de la Défense. La dernière attaque de Solane serait l'attaque de trop, clame Edi Komboego et sa délégation. Sur certains points, nous n'avons pas partagé toujours les mêmes points de vue. Notamment sur le plan sécuritaire, c'est vrai, nous avons félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Pour le reste, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons souhaité qu'à chaque niveau, nous puissions en discuter avant que le comité national d'orientation ne puisse siéger pour adopter définitivement le processus. La question du quota genre s'est invitée au débat, une question sur laquelle majorité et opposition s'accordent. Il faut que les deux camps redoublent d'efforts, sinon avoir une Assemblée nationale de 127 députés
avec seulement 16 femmes, n'honore ni les hommes ni les femmes de leur avis. Dans le cadre du programme de cohésion sociale financé par l'Union européenne, un film de capitalisation a été produit. Ce documentaire, qui a été réalisé dans 7 régions du pays, a pris en compte les avis des agriculteurs, des éleveurs et des leaders religieux. L'idée étant de ressouder le tissu de la cohésion sociale mise à mal par l'extrémisme violent. Le film a été projeté le 17 juin dernier. Roméo Koïta y était. Recours de la calebasse, un film de 52 minutes qui met en exergue une stratégie endogène de prévention de l'extrémisme violent et de renforcement de la cohésion sociale entre des communautés dans cette région du pays. Agriculteurs, éleveurs, leaders religieux et même des élèves sont mis à contribution dans la promotion du vivre ensemble, mise à mal ces dernières années par la montée de l'extrémisme violent. On a travaillé avec les communautés parce que dans ce problème, ce n'est pas qu'une histoire de terrorisme, ce n'est pas qu'une histoire d'insécurité au niveau de l'État. C'est en effet une histoire aussi de communauté, et même ceux qu'on appelle des terroristes, en tout cas les groupes armés radicaux, en fait se nourrissent aussi des problèmes locaux, des tensions locales et entre les communautés. Donc c'est pour ça que pour nous, oui, une des solutions, c'est pas la seule. Sur le terrain, le projet a mis en place des outils de prévention des conflits fonciers et de sécurisation des systèmes agropastoraux, la redynamisation des espaces de dialogue, entre autres. Si le film démontre qu'il y a une profonde déchirure entre les communautés, les témoignages indiquent tout de même que les populations éprouvent le besoin de vivre ensemble. Et c'est là que l'État doit intervenir à travers un plan plus original, sujet ce panéliste qui pense que jusque-là, la stratégie de l'exécutif dans la lutte contre le terrorisme n'est pas encore clairement lisible. L'Union européenne qui a financé ce projet pense que l'implication des jeunes pourrait être l'une des clés dans la lutte contre la radicalisation. Ce sont les jeunes qui sont les victimes, mais ce sont aussi les jeunes qui peuvent en fait changer les données au Burkina Faso. Et je me réjouis surtout d'un programme qui a développé cette idée des ambassadeurs des jeunes qui prennent leur vie en main et qui essaient de trouver des solutions qui les impliquent. Ce programme de cohésion sociale qui a démarré en 2019 prend fin en ce mois de juin 2021. 8 consortiums regroupant 28 organisations ont été impliqués dans la mise en œuvre de ce projet coordonné par l'ONG Terre des Hommes. Les conclusions seront soumises au gouvernement burkinabé. C'est un classement qui ne fait pas honneur au Burkina, qui pointe au 10e rang des pays les plus corrompus de la CEDEAO. Et pourtant, le Burkina dispose d'une batterie de lois pour lutter contre ces phénomènes et contre toutes les autres formes de délinquance financière. Au nombre de ces dispositions, la loi sur le délit d'apparence. Mais problème, son application semble difficile sur le terrain. Le CERCOFI mène la réflexion et fait des recommandations pour essayer de résoudre cette anomalie. Arsène Konitamde. Le délit d'apparence est une infraction caractérisée à l'égard de quiconque ne peut raisonnablement justifier l'augmentation de son train de vie au-delà d'un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses ressources licites. Depuis mai 2018, le délit d'apparence a été introduit dans le code pénal burkinabé, mais son impact dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière est difficilement perceptible. Même s'il y a inversion de la charge de la preuve, le délit d'apparence demande beaucoup de ressources pour aboutir. Parce que même si c'est la personne qui doit prouver elle justifie son patrimoine, vous qui l'accusez, vous devez également avoir des éléments pour contester éventuellement ce qu'il va affirmer. Donc ça n'allège pas la procédure dans la mesure où il faudra toujours faire des investigations, des expertises. L'exécutif burkinabé s'est inscrit dans une dynamique d'accompagnement des acteurs pour une meilleure compréhension et une meilleure application de la loi. C'est entre autres
ce qui justifie la mise en place du pôle judiciaire économique et financier. Certains individus ont même été poursuivis dans le cadre de cette loi. Depuis quelques années, en tout cas de fonctionnement de ce pôle judiciaire spécialisé, un travail énorme est abattu à ce niveau. Alors, à l'issue de cette journée, les recommandations, en tout cas dans le sens d'améliorer la loi, voir le fonctionnement du pôle judiciaire économique financier qui seront adressés au ministère, en tout cas feront l'objet d'une oreille attentive pour faciliter la répression de cette infraction, comme nous l'avons dit, qui est une gangrène aujourd'hui pour notre société. Cette journée scientifique est organisée par le CERCOFI, le Centre d'études et de recherche sur la délinquance financière et la criminalité organisée. Nous avons décidé de faire œuvre utile en créant le Centre d'études et de recherche sur la criminalité organisée et la délinquance financière pour non seulement assister les différents pouvoirs publics dans la lutte contre ces différents fléaux. Et pour cela, nous procédons par des études. Des panels sont prévus au cours de cette première journée scientifique du CERCOFI. Des recommandations sont attendues des participants afin de mieux lutter contre la délinquance économique sous toutes ses formes. À présent, cette question, à quel niveau se situe le processus de l'assurance maladie universelle? Le réseau Inspire Burkina informe et sensibilise les couches du secteur informel pour qui ce mécanisme demeure très important. C'était au cours d'un atelier sur la protection sociale. Madina Sina. À cette journée d'information et de sensibilisation sur le droit à la protection sociale, les participants seront outillés sur la Convention 189 de l'OIT, la loi portant création du régime de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso et l'existence des différents fonds nationaux au Burkina Faso. L'initiative du réseau Inspire Burkina vise à permettre surtout aux acteurs de l'économie informelle de jouir des droits à la protection sociale. Pour la présente journée, les thèmes choisis sont d'actualité et rentrent en ligne de compte des actions de plaidoyer entreprises par le réseau depuis 2017. L'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle reste timide pour le moment et il est important que les populations soient éclairées sur l'évolution du processus. La Convention 189 de l'OIT est une norme internationale du travail dont la ratification par notre pays favorisera la prise de dispositions pour étendre la protection sociale aux travailleurs et travailleuses domestiques. Pour une protection sociale inclusive, le réseau Inspire Burkina fait de l'information, la sensibilisation et la formation de ses membres son cheval de bataille. Il mène également des actions de plaidoyer auprès de l'État burkinabé. Il s'est illustré à travers donc le plaidoyer pour le vote de la loi sur le RAMU, le régime d'assurance maladie universelle, pour l'élaboration du programme de réponse aux besoins des personnes vulnérables. Il s'est engagé dans le plaidoyer pour la ratification de certaines conventions internationales de l'OIT, notamment la Convention 102, la Convention 176, la Convention 189, et pour la mise en application des recommandations de l'OIT, notamment la recommandation 202 sur les socles de protection sociale et la recommandation 204 sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Toutes choses qui témoignent de l'ambition de ce réseau pour l'avènement d'une société burkinabé où l'extension de la protection sociale est une réalité pour toutes les couches de la population. Le réseau Inspire Burkina est la nouvelle dénomination du réseau national multi-acteurs de protection sociale. Il a été créé en avril 2014 par plusieurs organisations de la société civile et les syndicats intervenant dans le domaine de la protection sociale. Il s'agit entre autres de la CNTB, la Confédération nationale des travailleurs du Burkina et l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. On change complètement le registre, on parle maintenant d'agriculture. À la fin de sa tournée d'information et de sensibilisation auprès des acteurs directs et indirects de la filière anacarde sur l'instauration des agréments professionnels pour la commercialisation de la noix brute de cajou, eh bien, le Conseil burkinabé de l'anacarde a dévoilé les résultats obtenus au cours d'une réunion
un atelier de synthèse qui a été une occasion de plus pour l'Union nationale des commerçants et exportateurs d'anacarde au Burkina Faso de s'opposer à l'instauration de ces agréments. Kader Kondé, Majid Bakwa. L'heure n'est toujours pas l'instauration des agréments professionnels dans la commercialisation de la noix brute de cajou au Burkina Faso pour l'UNCABF, l'Union nationale des commerçants et exportateurs d'anacarde du Burkina Faso. Une position qu'il a fait hier a une fois de plus affichée au cours de la rencontre synthèse de la tournée nationale de concertation sur l'instauration des agréments du Conseil burkinabé de l'anacarde. Ce qui a été ressorti dans cette tournée, il faut dire que la plupart des commerçants ont rejeté catégoriquement l'agrément. Parce que qui n'a pas le moment d'instaurer un agrément dans la filière de la commercialisation de l'anacarde. Nous avons demandé des doléances au niveau du CBA d'augmenter d'abord la transformation. Essayer d'aider les transformateurs à transformer une grande quantité. Aujourd'hui, s'il fait un passage de force, instaurer l'agrément, ça va causer beaucoup de problèmes à la filière. Au cours de cette tournée, les acteurs ont posé des inquiétudes liées à l'instauration des agréments professionnels dans la filière. Des questions restées sans réponse, selon Moussa Gori. Nous avons beaucoup d'inquiétudes. On a posé des questions qui n'ont pas eu de réponse. Parce qu'on a dit, en cas d'instauration d'agrément, si les exportateurs fuient, est-ce que l'État est prêt à acheter les produits avec les producteurs? Parce qu'on veut aider les producteurs, mais s'il n'y a pas acheteur, qui va acheter? Si on regarde, les unités de transformation, aujourd'hui, sont en train de partir vers le bio. Ils n'achètent même pas le conventionnel. C'est les exportateurs qui achètent le conventionnel. Moi, je crois qu'il y a un travail qui doit se faire pour régulariser les marchés. Après cette rencontre synthèse, un rapport de la tournée sera remis au Premier ministre. Le souhait de l'UNCABF est que leurs préoccupations soient prises en compte dans ce rapport. Et c'est dans ce contexte qu'a démarré hier la deuxième édition de la journée promotionnelle des semences agricoles améliorées certifiées. Objectif, offrir une visibilité aux sémentiers, une initiative qui rentre dans le cadre de la dynamisation du secteur sémencier. Sandrine Zougouri. Du maïs, du sésame, du niébé ainsi que du riz, autant de semences agricoles exposées à la Maison du Peuple. Nous sommes à la deuxième édition de la journée promotionnelle des semences agricoles améliorées certifiées. Une journée pour promouvoir le secteur sémencier au Burkina Faso et offrir une visibilité aux sémenciers. Et cette fois, l'important c'est qu'on va profiter pour vendre les semences qui se trouvent dans nos magasins actuellement. Avec l'effort de l'État, avec la FAO, les différents partenaires qui ont accepté les semences au niveau de l'Union nationale des producteurs semenciers, il nous reste encore des semences dans nos magasins. Par exemple, dans la région du Nord, on a toujours le Comcal, près de 10 tonnes qui est dans notre magasin. Pour le compte de l'année 2021, 15 000 tonnes de semences ont été produites par les producteurs. Et cette journée, c'est pour accompagner également la politique gouvernementale pour une sécurité alimentaire. Ces journées ont pour objectif principal de contribuer à mettre en œuvre la stratégie de promotion et d'utilisation efficiente des semences de variétés améliorées, certifiées dans les exploitations agricoles en vue d'une sécurité alimentaire au Burkina Faso. À ce titre, des communications seront prévues juste après cette cérémonie pour mieux expliquer la loi et les activités sémencières. Selon le ministre en charge de l'agriculture, l'une des solutions de l'agriculture burkinabé réside dans l'utilisation des semences améliorées car elles améliorent la productivité et assurent au passage la sécurité alimentaire. Cette fois que vous voyez ce matin doit continuer, doit pouvoir faire en sorte que nous puissions atteindre les différentes initiatives du président, notamment produire 1 million de tonnes de riz, mais également arriver à assurer à chaque enfant en âge d'aller à l'école un repas équilibré par jour. Au niveau du ministère en charge de l'agriculture, l'année dernière, nous avons acheté toutes les semences des producteurs sémenciers afin de la mettre à disposition des producteurs. C'était une année exceptionnelle compte tenu de la Covid-19, compte tenu du problème de sécurité.
Cette année également, les producteurs sont à une production de près de 15 000 tonnes et déjà, il ne reste que 6 000 tonnes. Et le ministère en a pris beaucoup, on peut dire plus de 6 000 tonnes. C'est pour surtout les encourager et surtout que les gens puissent produire des semences de qualité. Dans sa dynamisation du secteur sémencier, l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs sémenciers au Burkina est soutenue par le Danemark à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, l'agriculture occupe 86% de la population et assure 45% des revenus des ménages ruraux selon le département de l'agriculture. Une fois placé sous le thème, dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, quelle stratégie pour accroître l'utilisation des semences améliorées certifiées en vue d'une sécurité alimentaire au Burkina Faso? Dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche programme dans laquelle s'est engagé le Burkina depuis 2017, le secteur économie agricole s'est doté d'une stratégie programme. Le document a été validé en début de semaine par les acteurs concernés. Abdou-Aziz Saré. Le document qui fait objet d'analyse à cette rencontre revêt une importance capitale selon le ministère en charge de l'agriculture. Il constitue la stratégie du programme budgétaire de l'économie agricole. C'est pourquoi tous les acteurs du département de Salifou Ouédraogo sont mis à contribution pour améliorer son contenu. Une fois examiné et validé, ce document devra permettre de concevoir, de coordonner et de suivre la mise en œuvre des politiques en matière de promotion de l'économie rurale. Donc nous avons voulu que ce soit un document de qualité qui répond effectivement aux qualités nécessaires pour être après transposé pour l'ensemble des programmes budgétaires pour faciliter la gestion, le pilotage d'un programme budgétaire au sein de notre département. Donc une fois que ce document va être donc examiné, validé et pris en compte l'ensemble donc des besoins des acteurs, ça va constituer donc la boussole pour les responsables du programme économie agricole et après transposer donc aux autres programmes budgétaires. L'élaboration de cet outil de gouvernance et de pilotage des programmes budgétaires a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers le projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles, VAFA. 8 ans après sa création, l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable a produit son rapport provisoire d'études sur le diagnostic de ce secteur, rapport soumis à validation au cours d'un atelier il y a 48 heures. John William Somda. Au Burkina Faso, plusieurs réseaux et systèmes traitent et diffusent des informations sur l'environnement. Cependant, ces informations sont peu centralisées et difficilement accessibles. Face à cette situation, il a été créé en 2013 l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable. 8 ans après sa création, l'Observatoire essaie tant bien que mal de mener ses activités. Du reste, depuis lors, 190 indicateurs ont été définis et paramétrés dans le système avec une mise à jour régulière. De quoi se dit que l'Observatoire se porte bien. Aujourd'hui, l'Observatoire national pour l'environnement et le développement durable fonctionne en tout cas, mais des difficultés restent donc à relever, des défis restent à relever à travers donc le renseignement des indicateurs qui doit être en tout cas fait régulièrement chaque année pour pouvoir en tout cas enrichir donc la plateforme. Si l'Observatoire mène à ses activités, il ne demeure pas moins vrai que certains défis tels que le renseignement régulier des indicateurs restent à relever. Pour y arriver, un atelier sur la validation du rapport provisoire de l'étude sur le diagnostic de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONED) a été organisé le 17 juin 2021. Le but recherché à travers donc cet atelier de validation, c'est vraiment donc arriver à avoir un document validé au niveau national. Puisque c'est une étude qui est vraiment attendue au niveau donc, du SPCNDD, également donc, au niveau donc, du programme d'investissement forestier, et qui va nous permettre effectivement de planifier donc, l'opérationnalisation de l'Observatoire national pour l'environnement et le développement durable. Agenda bien choisi, ou plus coïncidence, l'organisation de cet atelier se tient commutativement avec la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Et sur ce dernier point, le pays des hommes intègres est parvenu à des résultats probants. Il est également bien avancé dans les différents projets de restauration des terres jadis touchées par la désertification. Demain, 20 juin, le monde célèbre la Journée internationale des réfugiés. En prélude à l'événement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burkina et le ministère
des Affaires étrangères ont procédé à une séance symbolique de reboisement. Alexis Belemnaba. Pour marquer la présence des réfugiés au Burkina Faso, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec le ministère en charge des Affaires étrangères, a initié une campagne de reboisement en prélude à la commémoration de la Journée internationale des réfugiés, célébrée chaque 20 juin. Objectif, constituer un bosquet au sein de l'Institut des hautes études internationales en charge de la formation des diplomates. Nous nous sommes retrouvés ce matin avec nos frères réfugiés pour mettre en terre quelques arbres pour que ce bosquet puisse symboliser la fraternité, la solidarité entre les Burkinabés et nos frères réfugiés qui vivent sur notre territoire. Ça symbolise aussi, je dirais, la préoccupation de nous tous, de tous les réfugiés, de ce que représente l'arbre dans la vie de chacun de nous. Que tu sois étranger ou pas, quand l'arbre manque quelque part, c'est que ça t'affecte aussi. Pour ce reboisement, plus de 100 plants d'arbres d'espèces différentes composés entre autres de citronniers, de manguiers et de teck ont été mis en terre le 17 juin sur le site de l'Institut des hautes études internationales. L'INEI, c'est l'Institut national qui forme les diplomates. Et aujourd'hui, la question des réfugiés, c'est une question qui est beaucoup discutée à l'international. Il y a un pacte mondial qui est en gestation. Donc, c'est pour dire que c'est une activité qui rentre en droite ligne des activités des diplomates. C'est pourquoi nous avons voulu que ce soit sur ce site qui va permettre aussi aux jeunes diplomates qui sont formés ici de se rappeler de ce que c'est que l'amitié, la fraternité entre les peuples. Le nombre de réfugiés ne cesse d'accroître au Burkina Faso. Le pays compte plus d'1 200 000 réfugiés, dont 33 demandeurs d'asile selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la date du 31 mai 2021. Dans la commune de Yao, les conditions d'accès à l'énergie devraient s'améliorer sous peu, et ce grâce à la construction d'une centrale de production énergétique hybride. C'est un projet de 7 milliards de francs CFA en cours de réalisation par l'Agence burkinabé d'électrification rurale. Alexis Belemnaba. C'est une centrale de production énergétique hybride d'une capacité de 100 kW en cours de finalisation pour desservir 10 localités de la commune de Yao dans la boucle du Moun. Il est équipé de 274 plaques solaires et d'une quarantaine de batteries produisant de l'énergie qui sera raccordée à une ligne électrique de la Sonabel. Cette centrale est réalisée par l'ABER, l'Agence burkinabé d'électrification rurale, dans le cadre de son projet d'électrification rurale décentralisée par système solaire photovoltaïque. Il est financé par la Banque islamique de développement et l'État burkinabé d'un montant estimé à 7 milliards de francs CFA. Le marché a prévu 13 km de lignes moyenne tension pour pouvoir desservir les 2 localités. Et dans chaque localité, la localité de Bondo bénéficie de 3 km de lignes BT, basse tension, qui va permettre qui va parcourir le village afin de servir la population. Ainsi que la localité de Mina aura 2,5 km de réseau basse tension pour la localité, pour desservir la population ainsi que les infrastructures existantes. Le projet est lancé en 2016 et prend fin en décembre 2021. Il a connu des difficultés, notamment celles sécuritaires, occasionnant la relocalisation de certains sites. Le directeur général de l'ABER, en visite sur les sites, émet un sentiment mitigé. A priori, je dirais une satisfaction globale, mais il y a des appréhensions liées à l'hivernage. Parce que comme vous le savez, quand les populations rurales commencent à semer, ce n'est pas évident d'avoir accès à ce que nous appelons dans notre jargon le couloir. Donc vous avez visité une centrale qu'on a réalisée de 100 kW crête qui permettrait donc la journée d'injecter de l'énergie solaire dans le réseau pour que 9 villages qui sont accordés ici puissent en profiter. Et le soir, au lieu de mettre du stockage qui peut revenir cher, le réseau Sonabel prendra le relais donc pour compenser les consommations. Les bénéficiaires, eux, affichent déjà une grande satisfaction. Vous savez que l'énergie amène le développement. Si les gens ont l'énergie, ils pourront mener des activités. Ils pourront mener des activités commerciales. Tout ce que l'énergie peut apporter comme bonheur, ils pourront l'utiliser. Ils auront le besoin
en tout cas de profiter de l'énergie pour mener des activités. Et ça fait partie du développement. Il est prévu au total la mise en place de 8 centrales solaires et la construction du réseau électrique de 167 km de moyenne tension et 210 km de basse tension dans 48 localités au profit de 3048 ménages. Les ménages bénéficient également de 567 kits solaires individuels, 16 kits solaires collectifs pour les guichets et 70 lampadaires solaires autonomes. Cette région bénéficie de ce projet. Il s'agit du centre-nord, du centre-sud, du sud-ouest, du centre-est, du centre, de l'est et la boucle du Mohun. Et pour terminer, c'est un mécanisme qui devrait faciliter les transactions commerciales intra-régionales dans l'espace CEDEAO. Burkina Trade Portal a été lancé officiellement par le ministère en charge du commerce, Abdoulaziz Assari. Burkina Trade Portal est une plateforme numérique qui fournit une description étape par étape des procédures d'importation et d'exportation de marchandises. Il affiche de manière conviviale tous les documents et formulaires que les entreprises doivent soumettre ou collecter auprès de chaque organisme de réglementation aux frontières. Le portal présente aussi tous les frais et charges que les commerçants devront payer au niveau des corridors. Lancé ce 17 juin, Burkina Trade Portal vient faciliter les opérations commerciales transfrontalières dans l'espace CEDEAO. La mise en œuvre de ce portail est très importante pour la commission de l'UEMOA, comme je le disais dans mon discours. Depuis un bon moment, nous faisons un plaidoyer autour des États pour que les États puissent se doter de ce puissant instrument. C'est un outil très puissant pour booster le commerce et surtout le commerce intra-régional qui nous intéresse beaucoup au niveau de la commission de l'UEMOA. C'est un outil de transparence. Un outil de transparence pour les opérateurs qui veulent effectuer des opérations commerciales, des transactions commerciales. Donc sur cette plateforme, vous avez toutes les informations, toutes les procédures, toute la réglementation, tous les textes, que ce soit lié aux procédures douanières, que ce soit lié aux procédures de transit, que ce soit lié aux questions de transport, ou que ce soit lié aux questions de normes. Vous avez tous les documents déjà sur la plateforme. Mise en œuvre par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le portal a été développé pour répondre à l'article 1.2 de l'accord sur la facilitation des échanges qui oblige les États membres de l'Organisation mondiale du commerce à publier leurs procédures commerciales en ligne. Les commerçants, les petites et moyennes entreprises n'ont plus besoin d'effectuer des déplacements pour aller dans le pays d'où ils veulent faire des importations, pour aller dans les pays où ils veulent exporter leurs produits, pour pouvoir avoir les informations sur les formalités à remplir avant de pouvoir disposer de leurs produits ou bien avant de pouvoir écouler leurs produits. J'invite le national. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore de votre fidélité renouvelée. Bonsoir, bon week-end.